Salut le web, c'est GB, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter les règles de Warhammer Age of Sigmar. Donc comme vous pouvez le voir sur le petit film, c'est pas épais. Vous pouvez constater que cela tient sur une double page recto verso. Comparé à la V8, dont je présente le petit livret, où il y avait quand même 181 pages. Donc les règles ainsi que les War Scrolls sont téléchargeables gratuitement sur le site de Game Workshop, dont je vous mettrai le lien sur la description. C'est bon, allez on attaque. Les armées. Donc pour jouer, vous devez d'abord réunir une armée avec des figurines. Donc c'est pas dur, vous allez soit sur internet, soit dans n'importe quel magasin de jeux de rôle ou de Game Workshop si vous habitez dans une grande ville. C'est facile à trouver, un peu onéreux, mais bon, on peut commencer avec très peu de figurines. Surtout maintenant, ils ont sorti des boîtes à 65 €, vous avez un détachement complet. Les War Scrolls d'unité. Alors, faut savoir que vous pouvez télécharger les règles, donc comme je l'ai dit, et les War Scrolls gratuitement. Donc en fait, vous avez qu'à vous procurer les figurines, quelques dés et de quoi mesurer. Donc toutes les figurines sont décrites dans des War Scrolls qui listent toutes les règles pour les utiliser en jeu. Et vous devez disposer de ces War Scrolls, forcément. Les figurines combattent en unité. Donc une unité, elle peut se composer d'une ou plusieurs figurines, mais ne peut pas inclure d'autres de figurines d'un autre War Scroll. D'accord ? Donc une unité doit être placée et terminer tous ces types de mouvements en formant un groupe, pas homogène, mais une bulle en fait, où les figurines doivent être à 1 pouce ou moins les unes des autres. Ça change par rapport à Warhammer Battle où on devait former des pavés constitués de régiments où les figurines étaient touche-touche. Ça pose un léger problème, c'est que quand vous êtes comme dans mon cas de figure, moi je joue les morts-vivants, j'ai 2 x 30 zombies par exemple quand j'aligne, et mon fils joue les Skaven, il a 2 x 20 guerriers de clan. À chaque fois que vous devez déplacer tout ça, ça prend vachement de temps, alors qu'avant on mettait ça sur un petit plateau de mouvement, et en fait les régiments on les déplaçait d'un trait quoi. Les instruments de guerre, donc ceux que vous avez besoin pour le combat. Alors là, comme vous pouvez le voir, ça c'est fini. Il n'y a plus de dés de dispersion, de dés d'artillerie. Le gabarit de souffle, il a disparu. Le gabarit d'explosion et de grosse explosion d'artillerie, il n'y en a plus non plus. Maintenant, pour tout ce qui est artillerie, sort ou souffle, c'est tout au D6 qui on détermine en fait la touche ou pas. Après c'est le War Scroll qui dira combien de points de vie vous enlevez, et vous enlevez ça directement dans l'unité. Il vous faudra donc juste des D6 et un mètre ruban ou une réglette comme celle qu'on trouve dans la boîte de base. À savoir que vous allez dans n'importe quel magasin de bricolage, on arrive à trouver des mètres rubans en centimètres et en pouces, car ce sont les pouces que l'on utilise. Petite particularité, quand sur les règles de vos War Scrolls, on vous demande d'utiliser un D3, ben en fait c'est tout simplement vous lancez un D6 et vous divisez le résultat par 2 en arrondissant au chiffre supérieur. Ok, le chiffre de bataille, le champ de bataille, excusez-moi. Le champ de bataille, donc c'est l'endroit où vous allez jouer. Donc en général, une table. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est préconisé, la taille minimum est de 36 pouces. Ça fait quand même une belle table, 36 sur 36. Moi je conseille 36 sur 48, c'est un peu mieux quand même. Après, vous pouvez soit avoir une table qui est dédiée à ça, où vous avez mis votre flocage pour avoir déjà votre paysage, soit c'est la simple table de la cuisine, hein, comme je joue moi, j'ai une table de cuisine qui a les bonnes dimensions, je mets juste un drap vert par dessus et après j'envoie mon décor que j'ai fait moi-même. Donc pour le décor, vous pouvez soit l'acheter sur Game, soit le faire vous-même, ça se fait assez facilement, et il est préconisé de mettre un décor minimum par carré de 24 pouces par 24 pouces. Il y a un tableau de générateur pour le placement des décors, enfin pas pour le placement, pour le nombre de décors que vous voulez mettre. Donc je vous l'explique rapidement. Vous êtes deux, vous choisissez qui lance les dés, vous lancez les dés pour chaque emplacement de 24 par 24 pouces. Le résultat de 2 à 3, aucun élément de terrain. De 4 à 5, 2 éléments de terrain. 6 à 8, un élément de terrain. 9 à 10, 2 éléments de terrain, et 11 à 12, entre 0 et 3 éléments de terrain. Vous faites un peu enfin, moi je pense que le plus simple c'est, si vous avez, je sais pas moi, 5 éléments de décor, vous répartissez ça à 2, vous en prenez 2 chacun, le troisième on lance au D6,
et après, à tour de rôle, vous placez les éléments de décor comme vous voulez. Par contre, il peut y avoir des modificateurs pour les éléments de terrain. Par exemple, vous avez un tableau qui vous permet de savoir si l'élément de terrain sera bénéfique ou au contraire maléfique pour vos troupes. Donc le tableau de paysage, il est simple. Chaque paysage, vous le désignez, vous lancez un dé. Sur 1, le paysage est maudit. Si vous avez des unités à 3 pouces ou moins de ce terrain, à votre phase de héros, vous pouvez déclarer que l'une d'elles fait un sacrifice. Dans ce cas, l'unité subit des 3 blessures mortelles, mais vous pouvez ajouter 1 à tous les jets de touche de l'unité jusqu'à votre prochaine phase de héros. Donc en fait, vous lancez un dé 3, vous retirez le nombre de figurines, mais vous êtes plus performant au combat. 2. Ésotérique. Ajoutez 1 au total des jets de lancement et dissipation d'un sorcier à 3 pouces ou moins de ce terrain. 3. Exaltant. Ajoutez 1 à la bravoure de toutes vos unités à 3 pouces ou moins de ce terrain. 4. Fatal. Jetez un dé pour toute figurine qui fait un mouvement de course ou de charge en passant ou terminant sur ce terrain. Sur 1, elle est tuée. C'est pas une blessure, hein. Elle est tuée. 5. Mystique. À votre phase de héros, jetez un dé pour chacune de vos unités à 3 pouces ou moins de ce terrain. Sur un jet de 1, l'unité est confuse et ne peut être choisie pour lancer des sorts, se déplacer ou attaquer jusqu'à votre prochaine phase de héros. Sur 2 à 6, l'unité est extatique et vous pouvez relancer les jets de blessure ratés de l'unité jusqu'à votre prochaine phase de héros. Excusez-moi. 6. Sinistre. Vos unités à 3 pouces ou moins de ce terrain à votre phase de héros causent la peur jusqu'à votre prochaine phase de héros. Soustrayez 1 à la bravoure des unités ennemies qui sont à 3 pouces ou moins de votre unité. Alors, comment on va déterminer le placement? Avant de placer les armées, les deux joueurs jettent un dé. En cas d'égalité, vous relancez. Le joueur avec le plus haut résultat coupe le champ de bataille en parts égales, enfin en deux, soit dans la longueur, soit dans la largeur, soit dans la diagonale. Puis son adversaire choisit la moitié qui sera son territoire. Ok? Les joueurs placent leurs unités alternativement une à une, en commençant par le joueur qui a remporté le premier jet de dés. Donc les figurines, c'est la seule restriction, elles doivent être placées dans leur territoire et à plus de 12 pouces de la frontière du territoire ennemi. Donc vous continuez jusqu'à ce que vous avez placé toutes vos unités, et si l'un des deux camps a plus d'unités que l'autre, et bien une fois que le premier a placé toutes ses unités, l'autre les place au fur et à mesure, sauf bien sûr celles qui sont placées en réserve. Dans ce cas-là, il précise à son adversaire qu'il a des unités en réserve. Le général. Une fois le placement terminé, désignez un général parmi les figurines que vous avez placées. Donc votre général, il a des aptitudes de commandement. La victoire. Comment on détermine la victoire? Ben c'est simple, si vous avez foutu une panse à votre adversaire qui n'a plus une seule figurine, ça s'appelle une victoire majeure. Après, selon le type de scénario que vous jouez, il y a directement les conditions de victoire dans votre scénario. On peut avoir sinon une victoire mineure. Si vous avez perdu, par exemple, vous, 75% de vos figurines que vous avez placées au départ, et que votre adversaire, lui, en a perdu que 50%, mais qu'on n'a pas réussi à déterminer qui avait remporté la victoire sur le scénario, ben en fait, c'est celui qui en a perdu le moins qui a gagné. C'est aussi simple que ça. Il y a aussi un autre type de victoire, c'est la victoire par mort subite. Donc, il peut arriver qu'un joueur tente de remporter une victoire par mort subite. Un joueur dont l'armée, qui est en infériorité numérique d'au moins un tiers des figurines, d'accord, puisse décider de tenter une victoire par mort subite. Donc c'est simple, il y a un tableau sur les règles, tableau de mort subite. Donc là, vous choisissez, soit assassinat, donc le joueur adverse, donc votre ennemi, on prend l'exemple, c'est moi qui tente une mort subite. Mon adversaire choisit une unité, soit un héros, soit un sorcier, soit un prêtre, soit un monstre. Si j'arrive à tuer l'unité que lui a désignée, je remporte une victoire majeure. Massacre. Donc mon adversaire choisit une de ses unités d'au moins 5 figurines. Si j'arrive à éliminer toute l'unité, j'ai gagné. Survie. Donc au moins une de mes figurines qui a débuté la bataille sur le champ de bataille, qui est encore en jeu à la fin du 6e round, ça me donne une victoire majeure. Et incursion. Donc je choisis un élément de terrain en territoire ennemi. Et au moins une de mes figurines doit être à 3 pouces au moins de cet élément à la fin du 4e round de bataille.
Donc c'est quelques petits trucs pour agrémenter. En sachant qu'il y aura, et il y a déjà des extensions, enfin des suppléments qui sont sortis avec de nombreux scénarios, de nombreux plans de constitution d'armée, mais je reviendrai là-dessus sur une autre vidéo. Après, donc il a les tableaux des triomphes, donc ça, franchement, je m'en suis pas trop occupé, c'est au cas où on fait des scénarios les uns derrière les autres avec les mêmes unités. Ça, je passe. Les rounds de bataille, donc c'est là que ça commence à être intéressant. Une partie de Warhammer Age of Sigmar se divise en rounds de bataille, eux-mêmes subdivisés en 2 tours, le mien et celui de mon adversaire. À chacun des rounds de bataille, les 2 joueurs jettent un dé. Donc à chaque fois qu'on commence, on jette un dé. Chaque tour, on va jeter un dé. Si en cas d'égalité, forcément, on relance. Le joueur qui a le plus haut choisit qui a le premier tour à jouer. Enfin, qui est le premier à jouer à ce tour. Chaque tour se compose des phases suivantes. C'est parti. La phase de héros, en premier. Là où on utilise tous nos sorts et toutes nos aptitudes de commandement. Pour nos personnages spéciaux, nos héros, nos magiciens. 2. La phase de mouvement. C'est là où on va déplacer nos unités et courir ou voler. 3. La phase de tir. C'est là où on va utiliser toutes nos armes de jet pour les unités qui en sont équipées. 4. La phase de charge. Déclaration, mesure et mise en place des figurines pour une charge. 5. La phase de combat. C'est là où on engage et on attaque avec nos armes de mêlée. Et 6. La phase de déroute. C'est là où on va faire les tests de bravoure, les tests de psychologie dans l'ancienne version de Warhammer Battle. Quand le premier joueur a fini son tour, le deuxième effectue le sien. Quand les 2 joueurs ont fini, le round de bataille est terminé et on attaque un deuxième round. Donc, les aptitudes pré-bataille. Certains War Scrolls permettent d'utiliser des aptitudes qui s'utilisent juste après le placement des figurines. Donc, elles sont utilisées avant le premier round de bataille. Donc, si les 2 armées, ou même une seule, a de telles aptitudes, ben, c'est le moment de les utiliser. Donc, si les 2 en ont, ben, on jette un D6, et puis celui qui a le plus gros commence en premier. La phase de héros. À votre phase de héros, votre sorcier peut se lancer des sorts. Votre commandant peut utiliser ses aptitudes. Donc, d'autres unités de votre armée peuvent avoir des aptitudes à utiliser lors de la phase de héros. Elles ne peuvent généralement être utilisées qu'à votre phase de héros. Toutefois, attention, si la règle d'une aptitude indique qu'elle peut être utilisée à chaque phase de héros, ça veut dire que ça peut être lors du round utilisé à votre phase de héros, mais à celle de votre adversaire aussi. Il faut faire attention. Les aptitudes de commandement. À votre phase de héros, votre général peut utiliser une aptitude de commandement. Tous les généraux ont l'aptitude de commandement présence exaltante, et certains peuvent en avoir d'autres sur leur War Scroll, il suffit de lire, et puis de bien les retenir. C'est le plus dur en fait, c'est de ne pas oublier toutes ces petites règles. Donc l'aptitude que tous les généraux de toutes les armées ont de base, c'est présence exaltante. Donc on choisit une unité de votre armée qui a 12 pouces ou moins de votre général, et cette unité n'a plus à faire de test de bravoure jusqu'à votre prochaine phase de héros. C'est sympa. C'est très utile. Après, donc la phase de héros c'est terminé, on passe à la phase de mouvement. Alors, la phase de déplacement c'est pas dur. Vous choisissez une unité, vous dites où elle veut aller, et vous la déplacez. À savoir que les unités peuvent se déplacer dans toutes les directions, et comme on n'utilise plus la formation en régiment, mais à la formation en tirailleur, il suffit juste de garder un écart de 1 pouce maximum entre chaque figurine pour garder la cohérence d'unité. Donc, une figurine peut être déplacée dans toutes les directions à une distance en pouces inférieure ou égale à la caractéristique mauve qui est figurée sur votre War Scroll. Elle peut enjamber ou escalader les paysages, elle ne peut pas passer à travers, et ni traverser les régiments ennemis. Alors, quand il y a des ennemis dans la zone, il faut savoir que à votre phase de mouvement, vous ne pouvez pas placer une figurine à 3 pouces ou moins d'une figurine ennemie. D'accord? C'est important, parce qu'à partir du moment où elle a moins de 3 pouces, elle est considérée comme au corps à corps. Une unité qui débute la phase de mouvement à 3 pouces ou moins d'une unité ennemie peut rester soit sur place, soit se replier. Par contre, si elle se replie, elle le fait avec son mauve, mais elle ne pourra plus ni charger, ni tirer lors de ce tour. La règle de course, donc pour courir.
Donc vous choisissez une unité pour la déplacer en phase de mouvement. Vous pouvez déclarer qu'elle va courir. Jetez un dé et ajoutez le résultat de ce dé à la caractéristique mauve de votre figurine. Et après vous avez juste à la déplacer de la distance que cela vous donne. Pour le vol, ben c'est pareil. Pour voler, vous avez la caractéristique mauve, généralement c'est 10 ou 12 pour les figurines volantes. Et ben vous pouvez déplacer votre figurine de 10 ou 12 à travers au-dessus des paysages, au-dessus des troupes ennemies, amis, tout ce que vous voulez, à partir du moment où vous gardez cette règle où vous ne devez pas être à moins de 3 pouces d'une unité ennemie. On passe à la phase de tir. À votre phase de tir, vous pouvez faire tirer des figurines équipées d'armes à projectiles. Choisissez une de vos unités. Vous ne pouvez pas choisir une unité qui a couru ou qui s'est repliée lors de ce tour. Donc chaque figurine a ses armes qui sont indiquées sur son War Scroll, avec la distance, le chiffre qu'il faut pour toucher, pour blesser, le modificateur de sauvegarde d'armure et le nombre de blessures. Ben, il suffit de prendre le nombre de figurines que vous avez, je ne sais pas, des elfes par exemple. Vous avez 10 elfes dont un champion, ça vous donne 10 tirs s'ils ont 1. Plus le champion, ça rajoute 1, ça fait 11 tirs. Vous lancez vos dés et c'est aussi simple que ça. La phase de charge. Si vous avez des unités à 12 pouces ou moins d'un ennemi, vous pouvez déclarer une charge. Donc vous choisissez une unité qui est éligible, donc à la bonne distance, vous jetez 2 dés, et chaque figurine peut se déplacer de ce total en pouces. Bien sûr, on ne peut pas choisir une unité qui a couru ou qui s'est repliée lors de ce tour, ou qui se trouve à 3 pouces ou moins d'un ennemi. La première figurine que vous devez déplacer doit arriver minimum à 1 demi-pouce d'une figurine ennemie. Dans le cas contraire, votre charge est ratée et toutes vos figurines ne se déplacent pas. Et on passe à autre chose. D'accord ? Soit vous passez à une autre charge, soit votre phase de charge est terminée. La phase de combat. Si vous avez des unités qui ont chargé ou dont les figurines sont à 3 pouces ou moins d'une unité ennemie, elles peuvent attaquer avec leurs armes de mêlée pendant la phase de combat. Le joueur dont c'est le tour choisit une unité, puis la fait attaquer. Une fois que c'est fait, le joueur adverse attaque avec une unité, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les unités éligibles des deux camps aient attaqué une fois chacune. Le plus simple, vous attaquez, votre adversaire riposte avec la même unité, l'unité qui vient d'être attaquée, et ainsi de suite sur tout le champ de bataille. Donc il y a 2 étapes dans la phase de combat. La première, c'est l'engagement. Vous pouvez déplacer chaque figurine de l'unité jusqu'à 3 pouces vers une figurine ennemie, la plus proche en général. Et la deuxième phase, chaque figurine de l'unité attaque avec toutes les armes. Donc comme on est en position de tirailleur, on n'est plus en position en régiment, s'il y a une figurine qui touche, enfin qui a au contact, et que vos autres figurines ne sont pas au contact d'ennemis, vous pouvez au début de votre phase de combat réorganiser, donc avancer certaines figurines de 3 pouces, celles qui le peuvent, enfin toutes, et pour amener vos figurines au contact. Donc là, vous utilisez les caractéristiques qui sont sur votre War Scroll, de touches, de blessures, de modificateurs de sauvegarde et de nombre de blessures infligées. Vous allouez les dégâts, l'autre fait ses tests de sauvegarde, il fait la même chose sur vous, vous faites vos tests, et la phase de combat est terminée. Maintenant, on passe à la phase de déroute. Phase de déroute. En phase de déroute, les 2 joueurs doivent faire des tests de déroute pour les unités qui ont perdu au moins une figurine lors de ce tour. Le joueur dont c'est le tour commence en premier. Pour faire un test de déroute, jetez un dé et ajoutez le nombre de figurines de l'unité tuée à ce tour. Pour chaque point du total dépassant la plus haute caractéristique braverie de l'unité, une figurine de l'unité doit fuir et est retirée du jeu, ou alors, si c'est une figurine possédant plusieurs points de vie, vous soustrayez le nombre de points de vie. Par contre, quand c'est des unités qui ont beaucoup de troupes, on ajoute 1 à la caractéristique braverie par tranche de 10. En sachant que je crois que le maximum, ce sont les zombies qui peuvent avoir 30 figurines par unité. Attaquer. Pour attaquer, c'est simple. On choisit une unité qui attaque avec son unité cible, si elle est éligible, donc vos figurines sont à distance. Donc vous verrez, sur les War Scrolls, les armes ont une distance d'attaque. Donc les armes courtes, en général, c'est 1 pouce. Les armes longues, c'est entre 2 et 3 pouces. Certains ont plus, comme le fouet du buveur de sang ou d'autres. Donc le nombre d'attaques que peut porter une figurine dépend des armes qu'elle porte. Les options d'armes d'une figurine sont listées dans la description de ce War Scroll.
Hein. Les armes à projectiles peuvent être utilisées en phase de tir, les armes de mêlée en phase de combat. Le nombre d'attaques que peut porter une figurine est égal à la caractéristique attaque de son arme. Donc, pour choisir une cible, vous devez d'abord choisir les unités cibles. Pour pouvoir attaquer une unité, votre figurine, elle doit être à la portée de son arme, c'est logique. Si une figurine a plusieurs attaques, vous pouvez les répartir dans l'unité, comme bon vous semble. Par contre, c'est votre adversaire qui retirera les figurines. Vous ne pouvez pas choisir de dire je vais enlever le porte-étendard et je vais enlever le musicien ou le héros quand vous attaquez. C'est votre adversaire qui retirera les figurines qu'il veut dans son régiment. Alors, pour attaquer, c'est simple. On fait un jet de touche. On jette un dé. Si le jet est supérieur ou égal à la caractéristique hit de l'arme, le jet est réussi. Donc ça veut dire qu'on a touché. Maintenant, on va faire un jet de blessure. Les jets de blessure, on jette un dé. Si le jet est supérieur ou égal à la caractéristique wound de l'arme, un dégât est obtenu. Le joueur adverse doit faire un jet de sauvegarde. Si le résultat est inférieur, l'attaque rate. Et la séquence se termine là. Donc, au cas où ça est réussi, votre adversaire doit faire un jet de sauvegarde. Il jette un dé, il modifie avec la caractéristique rand de l'arme, donc c'est le modificateur de sauvegarde. Par exemple, si j'ai une caractéristique de sauvegarde de 3, mon adversaire a un modificateur de -1, il faudrait que je fasse 3 ou plus. Mais comme là, il y a un modificateur de sauvegarde, faudrait que je fasse 4 ou plus. D'accord, ça va retirer forcément 1. Alors, pour déterminer les dégâts, c'est simple. Une fois qu'on a effectué toutes les attaques d'une unité, chaque attaque réussie inflige un nombre de blessures égal à la caractéristique damage de l'arme. Bien souvent c'est 1, mais il se peut que ça soit 2 ou D3 ou D6. Et en fait, il suffit simplement d'enlever les figurines. Après, on peut effectuer plusieurs attaques en même temps. Donc en fait, il suffit juste que ça soit une unité ou que ça soit des armes qui aient la même caractéristique hit, wound, rend et dommage. Voilà. À partir du moment où les 4 caractéristiques sont identiques, on peut lancer tous les dés en même temps. Le style un régiment qui attaque. Si vous avez 10 figurines qui sont au contact, au lieu de faire une attaque par une, vous lancez 10 dés et ça vous fait vos 10 attaques en même temps. Une fois que les hits sont faits, vous enlevez les dés qui n'ont pas touché. Vous prenez ceux qui ont réussi leur touche, vous les relancez pour faire vos blessures. Tous les jets qui ont réussi, vous laissez les dés sur place, vous enlevez ceux qui ont raté, et là votre adversaire, avec les dés qui sont sur place, fait ses jets de sauvegarde. C'est la façon la plus simple, et ça évite de chacun à avoir son gros tas de dés. Les blessures mortelles. Donc certaines armes, ou certains effets de sort, ou d'artillerie, ou j'en passe, inflige des blessures mortelles. Dans ce cas-là, ne faites pas de jet de touche, de blessure ou de sauvegarde. C'est directement, si c'est des 3 blessures mortelles, si c'est une figurine qui a qu'un point de vie, elle y passe. Si c'est une figurine, par exemple, qui en a 5, il n'en reste plus que 2. Ok. En cas de figurine qui se trouve dans des couverts, alors, si toutes les figurines d'une unité sont dans ou sur un élément de décor, on va dire, vous pouvez ajouter +1 à vos jets de sauvegarde. Sauf si l'unité concernée a fait un mouvement de charge ou si elle a couru pendant sa phase de déplacement. Après, on a les sorciers. Alors, les sorciers, on les utilise pendant la première phase, la phase de héros. Certains War Scrolls de certaines figurines incluent le keyword en bas, Wizard, donc ce sont les sorciers. Un sorcier peut servir à lancer des sorts à votre phase de héros, mais il peut aussi dissiper les sorts lors de la phase de héros adverse. Donc le nombre de sorts qu'il peut tenter de lancer ou de dissiper à chaque tour est noté sur son War Scroll. Alors pour lancer les sorts, c'est simple. Tous les sorciers peuvent utiliser les sorts décrits dans les règles, il y en a 2, plus ceux qui sont inscrits dans leur War Scroll, ou dans les War Scrolls de Grande Alliance. Exemple pour les morts, en général les nécromanciens, tous les sorciers et les vampires, tous les sorciers des morts ont le sort d'invocation de toutes les figurines qui sont invocables dans leur livre de Grande Alliance. Alors, pour lancer un sort, c'est simple. On jette 2 dés. Si le total est supérieur ou égal à la valeur de lancement du sort, le sort est réussi. Dans ce cas-là, lorsque le sort est lancé, un joueur adverse peut tenter de dissiper le sort s'il est à 18 pouces ou moins du lanceur, et que bien sûr il le voit. Donc pour ce faire, c'est simple, il lance 2 dés. Si son résultat
de jet est supérieur à celui de celui qui a lancé le sort, le sort est dissipé. Très simple. Par contre, même si vous avez votre adversaire lance un sort, vous avez 2 sorciers, vous ne pouvez tenter de dissiper qu'une seule fois le sort. Ce n'est pas vos 2 sorciers qui peuvent tenter. Alors, les 2 sorts génériques, on va dire, qu'il y a dans les règles, c'est très magique, c'est un sort de dégâts, et bouclier mystique, qui est un sort de protection. Donc, très magique, très simple. Il a une valeur de lancement de 5, donc avec 2 dés, facile à faire. Si vous réussissez à le lancer, vous choisissez une unité ennemie à 18 pouces ou moins de votre sorcier, et là, il subit automatiquement des 3 blessures mortelles. Pas de sauvegarde, c'est des 3 blessures mortelles. Donc, les personnages, évitez de vous trouver à moins de 18 pouces d'un sorcier. Après, on a bouclier mystique. Donc, bouclier mystique qui a une valeur de lancement de 6. Si vous réussissez à le lancer, choisissez le lanceur ou une unité amie à 18 pouces ou moins et visible de lui-même. Vous pouvez ajouter 1 à tous ces jets de sauvegarde jusqu'à votre prochaine phase de héros. Donc, ça permet de donner un petit boost en armure. Et en fait, ce qui est précisé dans les règles, la règle la plus importante, mais en fait, c'est simple, quand vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur une règle ou quoi que ce soit, vous lancez un D6, celui qui a le plus haut résultat, ben c'est celui qui a raison. D'accord? C'est aussi simple. Bon, après, voilà, les règles, elles sont succinctes par rapport aux règles de Warhammer Battle. Il n'y a pas un gros pavé, ben, comme je l'ai dit, de 181 pages. C'est pas mal. C'est pour initier quelqu'un, c'est rapide. Après, rien n'empêche de passer, une fois qu'on s'est fait la main sur les règles de Age of Sigmar, de passer à la V8 ou même à la V9 qui a été faite par des internautes. C'est pas mal, c'est fluide. Moi, avec mon petit gosse qui a 11 ans, ça marche vachement bien. Et on arrive à prendre du plaisir. C'est sûr que stratégiquement parlant, vu qu'il n'y a plus les... Déjà, on n'a plus le bonus de charge de 1 attaque par figurine. On n'a plus les bonus de charge, de flanc ou arrière pour les tests de psychologie. Et il n'y a plus cette phase que je trouvais marrante des tests de psychologie où les mecs fuient, ils se rallient pas. Je trouvais ça sympa. Bon, ça, il n'y a plus ça, mais bon, on arrive à jouer quand même et à prendre un peu de plaisir. Donc la prochaine vidéo que je ferai, ça sera sur le manuel du général. Et j'espère que ça vous a plu. C'est un peu sopo, mais c'est pas comme si j'avais fait les règles de Battle et que j'avais lu 181 pages. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce, n'hésitez pas à partager, et puis je vous dis bye bye pour la prochaine, comme on dit chez nous. À Taltoul!